Bien, bonsoir, enchantée, bienvenue, tout ça. Donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir ici Madame Séverine Kodjo-Granvaux. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on vous accueille à Bruxelles depuis ce qu'on peut appeler l'imaginaire du tout monde et dans le monde concret, sensible. Vous êtes une chercheuse associée à l'université Paris 8 et je me permets ma petite Paris 8 minutes. Paris 8, c'est la faculté de Paris qui est la plus engagée, active et critique en sciences humaines. Autrement dit, être chercheuse associée là-bas, c'est déjà un positionnement quelque part. Et vos recherches vous ont mené à différentes publications, notamment Philosophie africaine, au pluriel, parce que bien sûr le monde au singulier c'est démodé, qui est paru chez Présence africaine en 2016, et ensuite Devenir vivant, qui a été paru en 2021 chez Philippe Ray. Par ailleurs, la maison d'édition aussi de Felwinsar, mais voilà. Est-ce que déjà c'est exact? Est-ce que oui, c'est vous. C'est vous. Ok, super. J'ai juste une question pour vous. Un petit peu introductive ou introductrice, je sais pas. D'introduction, c'est dans un monde, enfin, ou dans un moment plutôt où tout semble s'enflammer, où tout semble partir à volo. Donc les rues avec plein de manifestations, nos corps, les forêts, les maladies. Qu'est-ce que devenir vivant pourrait signifier ou peut signifier dans votre perspective? Je vais essayer de d'y répondre en, je sais pas, 30-40 minutes à peu près. Merci beaucoup pour cette présentation et cette introduction. Juste avant de commencer, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité et la Bellone de m'accueillir. Je suis très heureuse justement d'avoir cette opportunité de discuter avec vous de ces questions qui nous préoccupent tous un peu plus chaque jour, je crois, parce qu'on est conscient qu'il y a un véritable défi auquel on doit faire face, qui est le défi écologique, mais pas seulement, je vais le montrer. L'idée était de se dire que peut-être on pouvait partir des philosophies et des pensées africaines et afro-diasporiques pour imaginer de nouveaux possibles et imaginer surtout une nouvelle manière ou une manière différente d'être au monde, d'être en relation avec l'autre et avec le vivant. Et puis, vous le verrez, j'invite même à aller au-delà de l'Afrique monde et d'essayer d'élargir au maximum nos horizons. Alors effectivement, vous l'avez dit, on entend de plus en plus dire que le monde dans lequel on vit est incertain et que l'avenir est bouché, et sans pour autant nécessairement verser dans la collapsologie. Vous savez, ce discours qui annonce l'effondrement de la civilisation industrielle moderne dans laquelle nous vivons. Je crois que on constate quand même qu'on est confronté à un certain nombre de défis et de difficultés dont on peine à voir les résolutions tant ils nous paraissent complexes et presque illimités. Et on a ce défi, cette urgence écologique. On sait que maintenant nous vivons à l'ère de l'anthropocène, qui est ce changement d'ère géologique du fait d'une certaine activité humaine qui entraîne un dérèglement climatique qui s'accentue. On l'a vu cet été avec le développement un peu partout sur la planète des méga-feux, en Algérie, en Grèce, en Californie, la multiplication aussi de pluies torrentielles et qui a entraîné des inondations, des glissements de terrain auxquels on est peu habitué jusqu'à présent en Europe. Un dôme de chaleur avec près de 50 degrés au Canada, plus de 48 degrés en Sibérie. Alors je pourrais multiplier comme ça à l'envi les exemples de ce qui s'est un petit passé juste cet été, ces quelques derniers mois. Et puis on a aussi une 6e extinction de masse des espèces en cours. Alors c'est la 6e, il y en a eu d'autres. On peut le dire, mais en même temps, cette 6e extinction, elle a ceci de particulier qu'elle est inédite dans la proportion et dans la vitesse avec laquelle elle se déroule aujourd'hui. On n'a jamais connu ça de toute l'histoire de notre planète. Et puis, bien évidemment, depuis 1 an et demi, on vit cette crise sanitaire qui accentue la fragilité économique de tout un pan de nos sociétés et qui renforce aussi un système économique profondément inégalitaire.
En janvier, Oxfam publiait un rapport dans lequel il rapportait que les 10 hommes les plus riches au monde ont vu leur fortune totale augmenter de plus de 500 milliards de dollars depuis le début de la pandémie. Donc, l'étude était publiée en janvier, ça faisait donc à peine une année. Et ils estimaient en même temps qu'il pourrait falloir plus de 10 ans aux personnes les plus pauvres pour se relever des impacts économiques de cette pandémie. Et donc, on le voit, il y a des voix multiples et variées qui s'élèvent contre ce système. Les formes de protestation sont extrêmement diverses et même rebattent les cartes politiques traditionnelles. Et dans ce contexte, on a un certain nombre d'analyses, de philosophes qui avancent l'idée que nous serions peut-être à un point possible de basculement des mondes. C'est-à-dire qu'ils émettent cette idée que finalement, on est à un moment où tout est possible, c'est-à-dire soit continuer comme ça et sombrer toujours un peu plus et de manière toujours un peu plus à un rythme qui s'accélère, soit c'est aussi là, ils voient se dessiner des tendances qui font dire que c'est peut-être le moment aussi où on peut proposer de nouvelles utopies, réinvestir le futur et travailler les imaginaires pour justement dessiner des bifurcations possibles pour façonner d'autres manières d'habiter le monde. Donc nous serions à ce temps du possible. Et pour imaginer ces bifurcations possibles, il me semble important de comprendre d'où viennent ces crises économiques, écologiques, sociales, politiques que nous subissons. D'abord, je voudrais revenir sur cette idée de crise écologique et cette idée d'anthropocène. L'anthropocène, j'ai dit, c'est ce changement d'ère géologique du fait d'une activité humaine, mais c'est pas de n'importe quelle activité humaine, c'est pas du fait de l'activité de toute l'humanité, mais d'une activité bien spécifique qui est liée à une économie d'extraction et d'exploitation des ressources qui est née du système économique capitaliste qui, en fait, est un système de prédation qui s'est mis en place sous la modernité. Et on le voit bien, on détruit nos environnements pas de la même manière selon qu'on habite des pays du Sud ou des pays dits développés du Nord. Et ce qui fait qu'un certain nombre de chercheurs préfèrent même parler de capitalocène pour montrer comment cette crise climatique est liée vraiment au système capitaliste. Donc ce système s'est mis en place sous la modernité. En fait, sous la modernité, il y a deux phénomènes concomitants qui me semblent intéressants. D'abord, un phénomène important qui est des progrès scientifiques extrêmement importants sous la modernité. On avance beaucoup au niveau des sciences, dans les mathématiques, dans l'astronomie, dans la géographie, etc. Et une des découvertes fondamentales de la modernité, c'est l'héliocentrisme. Cette découverte-là, elle va infliger à l'homme européen ce que Freud appelle la première blessure narcissique, c'est-à-dire que jusqu'à présent, dans les sociétés européennes médiévales, on pensait que la Terre était au centre du cosmos et que donc l'humain habitait le centre de l'univers. Et avec l'héliocentrisme, on découvre qu'en fait, cette planète, elle est quand même plutôt à la périphérie d'un système qui est ordonné autour du Soleil. Et Freud dit que c'est la première grande blessure narcissique que l'Église va mettre plus de 2 siècles à accepter et à reconnaître. Et la deuxième blessure narcissique, ça serait de découvrir que l'humanité ne descend pas, n'est pas une création divine, mais avec Darwin, de dire que cette humanité descend du monde animal et des singes et que voilà, ça serait la deuxième grande blessure narcissique qui serait infligée à cet homme européen. Et en fait, ce que l'on peut voir du point de vue de l'histoire des idées, c'est que dans les sociétés européennes médiévales, on pensait qu'il y avait un lien organique entre l'individu, la société et la Terre, la planète Terre et le cosmos. Et avec la découverte de l'héliocentrisme et la mise en place des sciences modernes, en fait, les scientifiques et les philosophes vont rompre le lien organique avec le cosmos et vont chercher à ordonner le monde et l'univers depuis la Terre en dégageant les lois mathématiques qui régissent le fonctionnement de la nature et de l'univers. Et on va dévitaliser la nature qui devient de la matière sans esprit
que l'on peut mesurer, quantifier, exploiter. Et à ce moment-là, la nature est transformée en ressource. On va parler de ressources naturelles. Et c'est une ressource, et même Descartes a cette phrase maintenant que l'on rappelle de plus en plus, où il va appeler à se comporter comme maître et possesseur de la nature. Et donc on va entrer dans une philosophie de domination de la nature, et tout ce qui est de l'ordre de la nature va devoir être dominé et ou exploité. Et ce qui relève de l'ordre de la nature, alors c'est d'abord les ressources, ce qu'on appelle les ressources, le bois, le charbon, et on a tout un système économique qui se met en place sur l'exploitation, par exemple, du charbon. Mais c'est aussi toutes les humanités qui sont identifiées comme relevant de l'ordre de la nature ou vivant à l'état de nature. Et au sein des sociétés européennes, ces humanités considérées comme relevant de l'ordre de la nature, ce sont les femmes. Les femmes sont considérées comme relevant de l'ordre de la nature, comme ayant encore un lien organique, parfois mystique avec la nature. Et ça, c'est insupportable pour un certain nombre de philosophes. Notamment, il y a des phrases, des passages terribles de Francis Bacon qui justement estime que ces femmes qui sont de l'ordre de la nature et qui maintiennent un lien organique avec la nature, en fait, sont extrêmement nuisibles et freinent le progrès de la science, et donc ils justifient l'Inquisition, et donc ils justifient le fait qu'on emprisonne ces femmes, qu'on les torture et qu'on les brûle parce qu'elles empêchent le progrès de la science. Et puis, autre humanité identifiée comme vivant à l'état de nature, c'est toutes les humanités que l'on va découvrir, c'est-à-dire les humanités, parce que tout ça a lieu au même moment où l'Europe part à la découverte et donc à la conquête du monde. Et dans ce cadre-là, les populations désignées comme noires sont perçues comme vivant à l'état de nature, et donc vont, comme tout objet naturel, être transformé aussi en ressources naturelles que l'on peut exploiter. Et on va parler, notamment dans le cas français, non plus d'humanité, mais de bois d'ébène. Et donc, puisque ces populations sont considérées comme ressources naturelles, c'est ce qui, idéologiquement, justifie le fait qu'on les exploite comme une ressource naturelle, et donc ça justifie la mise en esclavage et la traite négrière. Et ces humanités sont perçues comme du bois d'ébène, qu'on coupe de leurs racines, qu'on entrepose dans les cales des navires négriers, qu'on déporte outre-Atlantique, et quand elles arrivent dans les plantations, elles sont transformées en animal, en bêtes de somme qu'on va faire travailler dans les plantations. Et par ailleurs, se met en place un système colonial, et une des justifications de la colonisation, justification juridique, dans les précis de droit colonial, on explique qu'on a le droit de coloniser une terre si on estime qu'elle est insuffisamment mise en valeur, c'est-à-dire exploitée par les populations autochtones. Et donc là, on est vraiment dans un rapport de domination de tout ce qui est identifié comme relevant de la nature. Et ça, c'est parfaitement compatible avec le second phénomène de la modernité, qui est la mise en place du système capitaliste qui se construit sur l'économie de la traite négrière. En fait, quand l'homme européen part à la découverte du monde, il y a effectivement une volonté de mieux connaître cette planète. Il y a un intérêt scientifique, mais il y a aussi un intérêt économique qui est de trouver de nouveaux débouchés à une économie européenne dont le marché européen ne suffit plus. Et la traite, notamment, va permettre à un système bancaire qui est en train de se mettre en place, qui est tout jeune, naissant, de prospérer, parce que il faut les négriers ont besoin de prêts bancaires pour financer leur opération, et ils ont besoin aussi de les assurer, parce que c'est des opérations extrêmement périlleuses, et donc tout le système bancaire et le système des assurances qui se met en place va prospérer grâce à la traite. Et les plus grandes banques londoniennes sont celles justement qui financent, et les plus grandes assurances sont celles qui financent, qui assurent cette traite négrière. Et les États européens qui la pratiquent vont pouvoir se développer
et devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Et se met en place en même temps dans les plantations une nouvelle économie agricole qui est celle de la monoculture intensive. La plantation, c'est vraiment un des premiers modèles, des premières expérimentations d'une monoculture intensive. C'est-à-dire que sur une plantation, on détruit toute la biodiversité, tous les écosystèmes locaux pour ne cultiver qu'une seule variété, soit le coton, soit la canne à sucre, soit le cacao. Et en fait, la plantation, c'est à la fois une catastrophe écologique et bien évidemment une catastrophe humanitaire. Et à travers ce modèle-là, se met en place un habité colonial qui repose sur l'exploitation de la nature, la destruction des écosystèmes et la division de la planète entre un monde où l'on vit et un monde qui va nourrir l'autre, un monde dont on vit. Les plantations, elles servent d'abord à fournir les métropoles en denrées. Ce qu'on cultive sur la plantation, c'est pour nourrir la métropole en sucre, en cacao, en café. Et ce schéma se poursuit toujours aujourd'hui. Et les pays du Nord vivent notamment sur l'exploitation des ressources des pays du Sud. On pourrait multiplier les exemples, je vais en donner juste quelques-uns, mais moi, je viens d'en France et plus de 80% de la production de l'électricité vient du nucléaire. Et le nucléaire, cette énergie nucléaire, elle est basée sur l'exploitation de l'uranium. Et en fait, cette exploitation se fait au Niger. Nos smartphones ont besoin de coltan, donc 90% des réserves sont en République démocratique du Congo. Et quand on veut une énergie dite propre, on a des batteries au lithium dont 70% vient du triangle sud-américain aux frontières de la Bolivie, du Chili et de l'Argentine. Et dans les 3 exemples que je vous donne, à chaque fois, ça se fait dans des conditions écologiques dramatiques et dans des conditions humanitaires épouvantables puisque les conditions de travail des gens qui descendent dans ces mines sont absolument épouvantable, en dehors de toute norme de sécurité internationale. Et donc on retrouve cette séparation aussi au sein des pays du Nord entre soit des centres des périphéries, des quartiers riches, des quartiers pauvres, lesquels sont constitués de ce qu'on a appelé la classe ouvrière, de populations immigrées ou de gens du voyage. Et ce sont ces quartiers aujourd'hui qui sont, d'après un certain nombre d'études, les plus pollués. Dernièrement, en banlieue parisienne, on s'est aperçu que il y avait dans l'ouest parisien, dans des quartiers extrêmement populaires, sur des terres où on loge des gens du voyage, des terres extrêmement polluées au niveau de quantité de plomb, en fait, et que c'était juste à côté de cités ouvrières. Donc en fait, ce schéma-là, il existe aussi au sein des sociétés du Nord, ce qui a fait naître, par exemple, aux États-Unis, dans les années 70, tout un courant écologique qui a pris en charge la question de ce qu'on appelle le racisme environnemental, qui montre que les quartiers les plus pollués, où il y a les plus forts taux de cancer, par exemple, où on met les décharges, où on traite un certain nombre de déchets, sont les quartiers à plus forte concentration de population latino-amérindienne ou africaine-américaine. Et on l'a vu, par ailleurs, lors de la crise sanitaire, avec les confinements, les métiers essentiels, ceux qui font vivre les autres, sont ceux aussi dont on vit mal. C'est-à-dire, c'est des métiers peu rémunérateurs, souvent à temps partiel, avec des horaires décalés, etc. Et donc, en fait, depuis la modernité, il y a un hiatus entre une proclamation d'égalité, une proclamation de liberté d'un modèle qui est le modèle des Lumières et la réalité, comme si finalement l'humanisme des Lumières n'arrivait pas à être à la hauteur de lui-même et qu'il y avait une faillite de ce modèle-là. Donc la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on pourrait renouveler ce modèle, le réinvestir pour que cette prétention à la liberté, à l'égalité soit effective. Et je me dis peut-être en allant justement là où ces lumières ont refusé d'aller, c'est-à-dire à la rencontre des autres. Alors qu'est-ce que ça veut dire aller à la rencontre? Qu'est-ce qu'une véritable rencontre? Moi, j'aime à penser que la véritable rencontre, c'est celle qui se fait avec le différent, avec celui ou celle qui est différent de vous et qui vous modifie. Ça suppose d'accepter de prendre un risque
qui est celui de se laisser modifier par l'autre. Je parle de risque parce que se laisser modifier par l'autre, ça peut être une perte, mais ça peut être aussi un enrichissement. L'autre peut me révéler à moi-même, et la rencontre est ce long processus qui, à terme, peut m'amener à un monde sans autre. Non pas parce qu'il m'aura façonné à son image, ou que je l'aurai façonné à la mienne, mais parce qu'il n'y aura plus que du différent, du pluriel, et je crois, j'ai envie de dire que cela ne doit pas nous effrayer, mais que c'est là, me semble-t-il, la véritable condition de l'universalité, dans la pluralité de nos différences, de nos identités reliées, de nos identités d'êtres vivants sur cette planète Terre, dans le cosmos, et que la véritable universalité est celle du pluriversel. Alors, l'autre absolu, à la rencontre duquel n'ont pas voulu aller les Lumières, celle qu'elles ont érigée comme autre absolu, c'est l'Afrique. Afrique que, par exemple, Hegel a exclu du cheminement de la raison et de la fin de l'histoire. Alors, que nous dit cette Afrique ? Elle nous dit, à travers de multiples récits, que nous sommes les enfants de l'univers. Les écologies africaines, comme de nombreuses écologies premières, ne séparent pas nature et culture. Et dans la très grande majorité des langues africaines, il n'y a même pas de mot pour désigner la nature comme quelque chose qui serait extérieur à l'humanité. Mais elle pense la pleine insertion de l'humain dans le vivant et même au-delà, dans un grand tout. L'humain est un vivant parmi d'autres, une émanation du cosmos. Mais en fait, si on y regarde bien, les astrophysiciens nous disent exactement la même chose. Ils nous disent que nous sommes les enfants de l'univers. On sait que la Terre est née de la mort, de l'explosion de méga-étoiles. Et cette explosion a libéré une soixantaine d'éléments qui ont permis la formation de l'or, de l'argent, du magnésium, du mercure, du silicium, du soufre, de l'uranium, justement, du carbone, etc. Et on retrouve ces mêmes éléments chimiques dans tous les êtres vivants. En fait, il y a une continuité matérielle et ontologique entre la Terre et l'univers, ces étoiles qui ont explosé. Et cette continuité, moi je dis qu'elle réunit ce que j'appelle le tout vivant, c'est-à-dire tout ce qui se meut, bat, pulse, vibre, résonne et est traversé par de l'énergie. Et donc ça lie l'humain, l'animal, le végétal, le minéral et le cosmos. Et notre matière chimique est la mémoire des étoiles massives qui ont explosé. Alors, du coup, finalement, on peut dire que certes, nous vivons dans l'univers, mais nous portons aussi l'univers en nous. Nous sommes l'univers et tout ce qui existe est traversé par cette réalité énergétique. Notre lien intime avec l'univers et le tout vivant invite, je crois, à opter pour une pensée du large et à agrandir nos généalogies, à repenser les notions d'appartenance, d'altérité et de semblable, d'autres, d'étranges, d'étrangers, d'intérieur, d'extérieur, et à élargir notre communauté à l'ensemble du vivant et à repenser d'un point de vue politique, éthique, ce qui fait communauté. En intégrant le tout vivant à la communauté humaine et inversement en installant l'humain au sein du tout vivant, les philosophies animistes reconnaissent que le monde au-delà de l'humain n'est pas dénué de sens et qu'il existe des pensées non humaines et donc des soi qui pensent, des soi pensants au-delà de l'humain. Mais au fond, là encore, une lecture attentive des travaux scientifiques pourrait en déduire de même, dans la mesure où certains d'entre eux, de ces travaux, ont montré que, par exemple, les plantes sont capables d'emmagasiner des informations, de prendre des décisions en fonction de ces informations et d'adopter un comportement adéquat afin de résoudre un problème. On sait que, même si elles ne possèdent pas de cerveau, pour la plupart, elles sont recouvertes de molécules identiques à celles responsables des activités neuronales du cerveau qui rendent possible la communication. Elles sont douées de mémoire et elles savent réagir à un traumatisme passé. Au Japon, on a observé que certaines plantes et certains arbres émettent des signaux électriques plusieurs jours avant un séisme et certains d'entre eux adoptent un comportement afin de survivre au tremblement de terre. Et en fait, des scientifiques comprennent de mieux en mieux comment les arbres communiquent entre eux, entre différentes espèces, mais aussi avec leur environnement.
Certains arbres fruitiers émettent, par exemple, on le sait, des messages olfactifs pour inviter les abeilles à venir butiner, donc leur permettre de se reproduire grâce à la pollinisation. Et d'autres, en Afrique australe, procèdent de même, mais pour avertir leurs congénères de l'arrivée de chèvres qui les dévorent. Le premier arbre qui se fait dévorer par des chèvres émet des messages olfactifs aux autres arbres qui vont alors modifier la composition de leurs feuilles pour les rendre toxiques. Et du coup, les chèvres sont malades. Et donc, elles arrêtent de les manger. Et en fait, la communication peut donc être olfactive, chimique, mais aussi électrique par l'intermédiaire de sortes de cellules nerveuses aux extrémités des racines. Et l'anthropologue américaine qui a vécu avec les communautés aborigènes de Yarralui et Lingara en Australie, Deborah Bird-Rose, remarque que, je la cite, « Alors que pour l'existentialisme humaniste, nous étions seuls face au cosmos, les nouvelles visions sur la connectivité de la vie nous apprennent que nous ne le sommes pas. Nous vivons dans un monde tissé d'intersubjectivité, un monde où des sujets sensibles et sentants coexistent les uns avec les autres. » Jesper Hofmeyr, biologiste danois, a poussé à l'extrême l'étendue de l'intersubjectivité. Selon lui, tout ce qui existe est entièrement basé sur la communication. L'univers est une sémiosphère, donc un monde qui a du sens, qui produit du sens. Pour la vie et plus encore, pour tout l'univers, la subjectivité est une nécessité. Et donc ce biologiste danois dit « La vie se fonde entièrement sur la sémiosis, sur des opérations de signes ». Et Deborah Bird-Rose poursuit « Il souligne l'importance des liens en montrant que les processus sémiotiques sont partout à l'œuvre, d'une échelle à l'autre, de l'univers, de la Terre, des systèmes vivants jusqu'aux individus. » En fait, ce qu'on peut observer en ce moment, il y a une révolution en cours au sein des sciences, dont une partie aujourd'hui reconnaît que le vivant est une sémiosphère, c'est-à-dire un monde qui produit du sens, et il y a au sein de la biologie, un nouveau courant qui se construit qui s'appelle la biosémiotique, qui travaille justement sur cette production de sens du vivant. Alors, comment prêter attention aux différentes pensées du monde et comment traduire les différentes pensées du vivant? Je crois que tout cela nous invite à penser une cosmophilosophie qui serait ainsi une pensée du dépassement de l'humanisme, dépassement non pas pour en dénoncer l'inefficacité ou l'inefficience, mais peut-être pour en souligner l'incomplétude. Il ne s'agit pas de nier l'importance des droits humains, par exemple, pas du tout, mais de suggérer qu'ils sont incomplets et que nous pouvons les élargir. Alors, que pourrait être cette cosmophilosophie? Une éthique relationnelle qui engage l'humain dans son lien au tout vivant et l'enjoint à porter attention et soin à tout ce qui est animé, ainsi que le suggèrent, par exemple, les écologies africaines. Effectivement, dans de nombreuses écologies africaines, l'humain est considéré comme un vivant qui a un rôle particulier qui est celui de prendre soin du vivant. Pour cette raison, il demeure la mesure de toute chose, non pas pour asseoir sa domination sur le reste du monde, mais pour être considéré comme seul responsable du désordre dans le monde. Et Eliman Khan, qui est un philosophe sénégalais, dit que dans les sociétés africaines animistes, le rituel de réfection du monde constitue l'un des actes symboliques les plus significatifs de la prise de conscience de cette responsabilité. L'humain est là pour réparer, rétablir l'ordre, prendre soin. Alors, pourquoi cette obligation de soin? Parce que, en fait, on est face à des éthiques relationnelles. En Afrique centrale et australe, par exemple, il existe une notion que vous connaissez peut-être qui est la notion d'Ubuntu, que l'on traduit régulièrement par « je suis parce que nous sommes », qui est une sorte de cogito social, si on veut, qui pose la primauté de la relation et engage une ontologie, une éthique relationnelle. Selon un philosophe sud-africain, Mogobe Ramose, non seulement l'Ubuntu oblige à reconnaître l'humanité des autres et à se comporter humainement avec ces derniers, mais elle dessine également une écophilosophie reposant sur l'idée d'interaction entre toutes les entités au sein de l'univers. Et cette notion d'écophilosophie, on la retrouve chez des penseurs kenyans comme Henry Odera Uruka ou Calestus Jula, qui plaident pour une approche écophilosophique qui reconnaît la totalité des liens spatiaux, temporels, spirituels et autres dans la nature et qui adopte une perspective holistique où tout est relié à tout.
Et cette interrelationnalité, elle engage à une éthique parentale de la Terre qui oblige à prendre soin de l'ensemble du vivant et qui dessine une écologie qui, non seulement, bien évidemment, prend soin de la nature, mais s'engage également contre les inégalités sociales et pour une meilleure redistribution des richesses. Alors, du coup, dans cette perspective, une cosmophilosophie, c'est une éthique, une politique qui n'oublie pas qu'être en action, c'est toujours être en interaction, et qu'être humain n'est peut-être pas tant un état qu'une éthique, une praxis relationnelle et libératrice qui permet la pleine réalisation de soi, étant vers un plus-être pour soi, mais aussi pour ceux avec qui nous sommes engagés. Cette cosmophilosophie s'inscrirait dans une sorte de cosmologie de l'émergence continue pour laquelle réaliser son humanité, l'humanité n'est pas quelque chose qui nous est donné, mais que l'on doit réaliser. Et ça revient à aider au déploiement de la force vitale, ainsi que le conçoit la philosophie bantoue ou la philosophie vitaliste de quelqu'un comme Léopold Sédar Senghor, pour qui être, c'est être une force de vie, et que, à partir de là, dit que l'on peut établir que est bon ce qui renforce l'être. Et réaliser son humanité, c'est tendre à un plus-être. La relation bonne, c'est celle finalement qui permet d'être plus, de nous enrichir humainement, spirituellement, émotionnellement, et non qui nous dépouille. C'est celle qui nous permet de vivre mieux, ce qui signifie pas nécessairement, et je crois pas, de vivre dans l'accumulation effrénée, dans un avoir toujours plus, qui conduit à l'exploitation insatiable des ressources terrestres, mais à assurer à chacun l'avoir vital et une vie décente qui permettent d'enrichir son être au monde et de s'épanouir spirituellement. C'est une relation qui nous permet de nous réaliser pleinement dans le développement et l'accroissement de nos pleines potentialités, c'est-à-dire dans la réalisation de soi. Alors, cette éco-philosophie, je l'ai dit, enjoint non pas seulement à préserver la nature, mais à participer à sa régénération. Il y a une obligation de soin. Le soin apporté à tout vivant devient l'un des éléments essentiels de la réalisation de notre humanité. Mais allons plus loin. Ça nous invite aussi à octroyer des droits à tout soi qui pense, à tout soi pensant. Et cette éthique du care, elle mobilise la prévenance, la vigilance, la considération. Finalement, son regard, c'est un égard, une intensité de l'attention qui fait grand cas de toute vie et que l'on retrouve par exemple dans des dispositifs en Amérique du Sud, en Inde ou encore en Australie, qui érigent en entité juridique certains éléments naturels qui possèdent alors des droits, le droit à déployer leur force vitale, et qui assignent à rebours des devoirs aux humains, le devoir de respect et de préservation. Ces dispositifs, en fait, sont la traduction juridique de cosmovisions indigènes pour lesquelles la séparation nature-culture n'existe pas. Ainsi que le démontre un exemple calédonien. En fait, en Calédonie, le Code de l'environnement de la province des îles Loyauté de 2016 reconnaît que l'environnement naturel est indissociable des pratiques culturelles et des règles coutumières localement applicables et que chacun a le droit de vivre dans un environnement écologiquement sain et équilibré, préservant les sites et les paysages en accord avec le rythme et l'harmonie de la nature. Toute personne a le devoir solennel de préserver et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. Et ce code de l'environnement reconnaît également que le principe de vie, qui signifie que l'homme appartient à l'environnement naturel qui l'entoure et conçoit son identité dans les éléments de cet environnement naturel, constitue le principe fondateur de la société kanak. Afin de tenir compte de cette conception de la vie et de l'organisation sociale kanak, certains éléments de la nature pourront se voir reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Et en fait, là, on a un exemple où on a une culture colonisée qui a su jouer avec le langage moderne du droit pour défendre son propre univers de signification et a ouvert la voie en même temps à un possible élargissement des bénéficiaires du droit et du politique en y intégrant les éléments naturels, mais aussi les générations futures, mais également les ancêtres.
Et l'humanisme animiste, et je crois qu'on voit que ces termes en fait ne sont pas contradictoires, instaure ainsi une relation sociale et non pas de sujet à objet entre l'humain et la nature, et élargit l'idée même de communauté à l'ensemble du tout vivant. L'humain ne peut se réaliser que s'il est en accord avec le vivant, ainsi que l'enseignent nombre de philosophies africaines, mais aussi amérindiennes, aborigènes ou asiatiques. Au fond, l'extension de la sphère du droit à la nature est une traduction animiste de l'idée d'un droit à un environnement sain comme étant l'un des droits humains les plus fondamentaux. Et ceci est, à bien y penser, le droit à une vie bonne, à une vie pleine et entière. La cosmophilosophie qui se dessine ainsi s'esquisse comme une éthique de la relation qui permet d'être pleinement soi et non dépossédé de soi-même, et qui nous inscrivent dans le mouvement de la vie et du façonnage de soi. C'est également, comme énoncé précédemment, une éthique qui élargit donc la sémiosphère dans laquelle s'inscrit l'humain à l'ensemble du vivant, ce qui invite à écouter ce dernier. Que disent par exemple les fleurs, les montagnes, les oiseaux, les rivières, les plaines et les déserts? Que nous souffle le vent? Que dessinent les odeurs et murmurent les couleurs? Et comment développer un rapport de sensibilité au monde qui nous permette de vivre pleinement notre corps et nos sens, et repenser le sentir et le sentiment, ainsi qu'invite le philosophe camerounais Fabien Ebousi-Boulaga, pour qui l'élimination du sentir, était la condition préalable imposée au Muntu, donc à l'homme africain, pour qu'il puisse accéder à la raison ou revendiquer la philosophie pour soi, un soi neutre qui n'était plus quelqu'un, un corps vivant. Or, être au monde, c'est avant toute chose être dans le sensible, ce qui fait dire à Ebousi-Boulaga que le sentir est le corps humain en tant que compréhension primordiale du monde. Il signifie l'appartenance mutuelle de l'homme et du monde, et il ajoute, par le sentir du corps, l'homme n'est pas seulement au monde, mais celui-ci est en lui. Il est le monde. Parler du sentir, c'est percevoir l'homme comme le même que le monde. Et on pourrait également investir ce que Senghor appelle la raison étreinte. En fait, Senghor distingue la raison étreinte de ce qu'il appelle la raison œil, qui est une raison analytique qui met à distance, en fait, pour analyser, qui serait une raison froide. Et il met en face une raison étreinte qui embrasse le monde, en fait, qui fait une étreinte qui prend avec soi le monde et qui nous installe au cœur de l'objet. Et cette raison étreinte, finalement, elle fait de l'intuition cette faculté à même de saisir le tout individu, c'est-à-dire tout ensemble, et nous insère dans le mouvement même de ce qui se présente à nous. Elle est, et donc ça c'est Souleymane Bachir Diagne qui est un philosophe sénégalais qui a beaucoup travaillé le texte de Senghor. Il nous rappelle que du coup, elle est ce qui nous conduit au cœur de la vie et nous permet de connaître vitalement le monde, d'entrer en résonance avec lui en éprouvant le rythme. Et Senghor dit que le rythme, c'est l'élément vital par excellence, l'architecture de l'être, le dynamisme interne qui lui donne forme, le système d'ondes qui les met à l'adresse des autres, l'expression pure de la force vitale. Le rythme, c'est le choc vibratoire, la force qui, à travers les sens, nous saisit à la racine de l'être. En fait, le rythme, c'est le battement de la vie et ce qui singularise chaque être. On a tous notre propre rythmicité. On bat tous différemment les uns des autres. Et vivre alors, c'est se placer au cœur de l'émotion. Et l'émotion, en latin, c'est ex movere, c'est-à-dire à la fois ce qui émeut, mais aussi ce qui met en mouvement. Et donc vivre, c'est se placer au cœur de l'émotion et saisir le réel par ce qui est invisible, son souffle. C'est être à l'écoute et en entente avec, en éveil, ainsi que nous l'enseigneraient les philosophies animistes, c'est raisonner et être en résonance, vibrer avec. Et moi, j'ai envie, en fait, de transformer l'écologie, qui étymologiquement, c'est le logos de la maison, du foyer, l'enclos, en une écologie avec un H, E-C-H-O, pour, comme l'écho, sortir de soi, de chez soi et habiter pleinement le monde, dans une relation de résonance. L'écho, en fait, avec l'écho, on se projette soi
dans le monde, dans le cosmos, à travers le son ou la voix, qui est le produit de la vibration de notre intériorité via les cordes vocales. Et la voix que vous projetez dans le monde avec l'écho vous revient, mais transformée par l'expérience du monde. En fait, l'amplitude du signal initial est différente. Et résonner, finalement, c'est une manière de vibrer, de se projeter dans le monde, lequel nous transforme en retour. C'est se donner à ce monde que nous accueillons en nous. Et finalement, il s'agit de ne pas mettre à distance, mais d'adhérer, de battre à l'unisson des autres, de l'univers. Et connaître le monde, c'est être éveillé, habiter pleinement la présence, mais aussi réintégrer la plénitude du tout vivant et dessiner peut-être une poétique qui nous permette de résonner au chant du monde et au chant du cosmos. Merci. Donc, je ne sais pas si j'ai dépassé ou pas. Non, vous n'êtes pas servi. Plus de bruit. Non, vraiment, merci beaucoup. C'est une vraie intellectuelle, en fait. Incroyable. Merci beaucoup. Vraiment. Hier, il y avait Olivier Marbeuf qui je suis un peu émue, en fait. Il y a Olivier Marbeuf aussi qui a parlé et je pense que vous avez des pensées qui sont très liées. J'aimerais juste donner quelques grilles de lecture au public. Dans ce que vous avez dit, ça m'a fait... Donc là, votre pensée... Encore merci, en fait. Vraiment, encore merci. Dans votre pensée, donc sur devenir vivant, dans ce que j'ai entendu, j'ai entendu des choses qui ont à voir aussi avec peut-être Razmik Kecheyan. Dans La nature est un champ de bataille. Non. Ok, recommande. Mon ignorance. Non, c'est pas... non. C'est une référence qui n'est pas la mienne, je connais pas. Mais du coup, sur la question des assurances et du système bancaire colonial qui forme le système capitaliste actuel, croisement. Et je voulais juste donner aussi au public d'autres clés, notamment Fred Moten, donc auteur américain, qui lie la physique quantique et la question coloniale et décoloniale. Et Ruth Wilmore, qui a travaillé sur vous l'avez dit tout à l'heure, sur le racisme environnemental. Voilà, ça c'est pour moi c'est trois clés. C'est genre trois auteurs dans lesquels je vous inscris si jamais je vais faire une carte. Et moi j'avais une question à vous poser qui n'a rien à voir avec ce que vous venez de dire, désolée, sur les ateliers de la pensée. Parce que j'ai l'impression que j'ai l'impression que la portée décoloniale nécessite une hygiène intellectuelle extrêmement profonde. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, on peut plus se permettre de l'ignorance, justement, et je pense que ne pas prendre position, ne pas s'intéresser, ne pas lire, ne pas écouter des propos comme les vôtres, c'est en fait des privilèges que peuvent avoir uniquement les personnes qui se sentent pas concernées, en fait. C'est-à-dire, qui peut encore ne pas être concerné par les questions d'écologie, par exemple, à part des gens voilà. Et donc, un espace comme Maintenant, c'est un espace où on produit de la pensée. Et il me semble aussi que des gens comme Felwine Sarr, justement, ont créé des espaces de discussion comme les ateliers de la pensée. Et j'aimerais juste qu'on en parle un petit peu, si vous connaissez, et savoir comment ça vous a aussi... Oui, en fait, les ateliers de la pensée sont les ateliers de la pensée à Dakar, qui ont été initiés par l'économiste Felwine Sarr et l'historien camerounais Achille Bembe. Et la première édition a eu lieu en 2016. L'idée, Felwine Sarr venait de publier un livre-essai extrêmement important qui s'appelle Afrotopia, et Achille Bembe, Politique de l'inimitié. Voilà. Tous les deux sortaient leurs ouvrages à ce moment-là. Ils traversaient un certain nombre de thèmes courants. Et puis, ils se sont rendus compte aussi que souvent, ils avaient l'occasion d'en parler. Mais plus à Bruxelles, à Paris, etc., à Genève, lors des salons du livre ou des événements culturels, et très peu finalement sur le continent africain. Donc ils ont eu l'idée de créer un moment de rencontre intellectuelle pour réunir tous les chercheurs africains ou afro-diasporiques qui, en fait, participaient au renouvellement de ce qu'on appelle la pensée critique africaine.
et qui souvent l'idée aussi était de faire communauté, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient un peu partout, soit sur le continent africain, soit en Europe ou aux États-Unis, mais avaient peu l'occasion de se rencontrer. Et donc ces premiers ateliers ont eu lieu donc en 2016. Je me rappelle plus la thématique, mais l'idée était voilà de participer au renouveau de la pensée qui pouvait se faire sur l'Afrique. C'était une période où émergeait de plus en plus l'approche décoloniale. Donc c'était un moment de rencontre extrêmement important et fécond. Et ça s'est passé à Dakar, ce qui était tout à fait novateur en fait, et peut-être renouer aussi avec des grands moments historiques qui avaient pu avoir lieu sur le continent en 66 à Alger ou à Lagos 77 je crois. Voilà, donc 77 pardon. Et puis voilà, qui étaient des grands moments intellectuels et artistiques aussi, où les plus grands noms en fait se réunissaient. Et c'est après les ateliers ont eu lieu 2016, 2017. 2019 et la prochaine édition aura lieu en 2022. Le terme d'Afrique Monde en fait vient des ateliers de la pensée. Le constat qui était fait, c'était que l'Afrique, contrairement à ce qui avait pu être dit pendant très très longtemps, était pleinement ancrée dans le monde et vivait. Elle n'était pas à part de la mondialisation, elle n'était pas à part des échanges mondiaux qui pouvaient avoir au niveau de l'histoire, des histoires, des idées. Et donc, et que non seulement l'Afrique avait été pleinement ancrée dans le monde, mais qu'elle pouvait aussi porter une parole sur ce qui se passait en dehors de l'Afrique, et qu'elle était aussi, elle pouvait se permettre il y a un mot qui m'échappe, je suis désolée, pardon, mais que du coup, elle pouvait aussi avoir une lecture et offrir au monde soit des éléments de pensée pour se penser, pour aussi penser ce qui se passe en Europe, aux États-Unis et tout, parce que en fait aujourd'hui on est impliqué dans une mondialisation ou une mondialité, si on veut reprendre le terme cher à Glissant, la mondialisation étant cette globalisation économique et qui en fait est complètement destructeur des sociétés, et la mondialité en fait cette mise en relation que fait la mondialisation, mais en fait qui est une mise en relation extrêmement riche et qui en fait c'est comme si cette mondialisation produisait son envers et son contre. Et donc, en 2017, la deuxième édition des ateliers du pensée, justement, la thématique c'était politique du vivant et conditions planétaires. L'idée était de dire que la question du défi écologique était une question planétaire aujourd'hui, et qu'elle pouvait être pensée à partir de l'Afrique, et que l'Afrique avait aussi un certain nombre de ressources au niveau des idées qui pouvaient être utilisées pour penser les questions écologiques, climatiques, comment habiter le monde, etc. Bon, on attend la prochaine édition du coup. Oui, alors ça sera en mars, et celle sur les cosmologies du lien. Voilà. Donc éthique relationnelle, apprendre à faire équipe à l'échelle mondiale. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelques questions dans le public à tout hasard, ou quelques axes de précision, de clarification? Oui. On vous écoute, ou bien je vous offre ce micro maintenant. Voilà, merci pour ce brillant exposé. Je partage tout ce que vous avez développé, mais je voudrais qu'on précise deux petites choses. D'abord, là, dans l'échange avec, excusez-moi, je ne connais pas votre nom, vous avez parlé de l'Afrique qui devrait ou qui est entrée dans l'histoire. Lorsqu'on parle de l'humanité, on n'entre pas dans l'histoire. J'ai pas dit ça. Je voudrais juste préciser, Sarkozy l'avait dit. Je voudrais juste, laissez-moi préciser s'il vous plaît ma pensée, vous pouvez me reprendre si j'ai mal saisi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites qu'on est dans le monde du vivant, on fait son histoire, on écrit son histoire, on y est déjà. Donc la notion même d'entrer dans l'histoire est fausse. Que ça soit interprété par les politiques occidentales, je ne dis pas que vous l'avez dit, mais c'est juste pour qu'on évite
de ne pas se comprendre sur les mots. On n'entre pas dans l'histoire, on est déjà dans l'histoire. Alors, deuxième chose, sur votre exposé, je suis d'accord avec vous, vous avez dit qu'il y a une éco-philosophie, c'est-à-dire qu'il faut quitter son chez-soi pour habiter le monde. Mais vous ne mettez pas de parapet. Alors que l'Occident, sous une prétendue supériorité civilisationnelle, a quitté son monde pour aller habiter le monde. Est-ce que votre éco-philosophie ne peut pas commettre ce que l'Occident a fait vis-à-vis des autres populations de la Terre? Quels sont les parapets que vous mettez pour que cette éco-philosophie ne produise pas les mêmes effets de la civilisation occidentale? Oui. Alors sur la première, en fait, j'ai pas du tout parlé d'entrer dans l'histoire. Ce que j'ai dit, c'est que en fait, Hegel a exclu l'Afrique du cheminement de l'histoire. En fait, Hegel, quand il parle de la raison et du progrès de la raison dans l'histoire, ça concerne l'Europe, l'Occident, en fait, parce qu'il met le Nouveau Monde, mais il exclut l'Afrique. Et donc, en fait, en ça, le discours de Sarkozy était un discours très hegelien. Sur la question que vous posez, en fait, je crois que tout dépend de quel type de relation et quel type de lien on établit avec l'autre. Parce que en fait, vous avez des liens qui étouffent. La rencontre, ce qu'on nomme la rencontre coloniale, est tout sauf quelque chose qui va épanouir, etc. C'est vraiment un lien d'aliénation même. C'est une relation extrêmement négative et destructrice. Donc l'approche éco-philosophique, c'est justement de penser la relation dans sa dimension positive et dans ce qu'elle peut avoir d'enrichissant et pour les deux parties en fait de la relation. C'est-à-dire que soit effectivement on continue à avoir des relations qui sont asymétriques, et donc c'est en opposition à ces relations asymétriques que ces philosophes, au nom justement de l'appartenance de l'ensemble de l'humanité au vivant, appelle à penser une relation autre qui en fait rejoint quand même beaucoup ce que la pensée de Glissant sur la notion de relation. Quand il pense la relation, c'est toujours une relation qui est enrichissante et qui permet l'épanouissement de toutes les parties en fait. Donc la question que vous posez, elle est extrêmement importante parce que elle demande justement extrêmement attentif dans tous ses actes, dans toutes ses pensées, à la place que l'on accorde à l'autre, l'attente de l'autre, les désirs de l'autre et de ce qu'il dit. On n'est pas obligé d'être en accord avec l'autre, en fait, mais on doit au moins accepter d'écouter sa parole. Et après, tout le jeu de la politique, c'est d'être dans la négociation. En fait, ça, c'est vraiment l'histoire de la civilisation humaine, c'est de tout le temps être en négociation et en discussion avec les autres, l'autre, et que finalement, ça nous demande, même au sein de nos propres sociétés, d'abord de s'interroger sur qui on désigne comme autre. Pourquoi est-ce qu'on le désigne comme autre et quelle est la relation et le rapport que j'établis avec ces personnes-là. Et de toujours, c'est un travail sur soi en fait. Je crois que c'est ce que tu disais. C'est vraiment un travail de, je prends sur moi, je me remets en question et je regarde toujours de là où je parle, qu'est-ce que je dis et de beaucoup se poser la question sur ce dont on hérite. On n'a pas toujours conscience en fait à la fois de ce dont on hérite, de tout ce dont on sait, mais de tout ce dont on sait pas. Et c'est ça la difficulté de l'ignorance, c'est qu'on sait même pas qu'on est ignorant. Et donc c'est en fait finalement, c'est avoir cette position d'humilité et de toujours être prêt à remettre en question sa propre pensée. Et puis l'humilité en plus, ça a les mêmes racines que l'humus. Donc À fond. Ça c'est pertinent. J'aimerais juste pour aussi déjà clore cette discussion et vous remercier, souligner que
par rapport à l'héritage. Et là, je m'adresse aux personnes afrodescendantes, mais pas que dans cette pièce. Je pense que, et ça c'est Fred Moten justement qui me l'a appris, sur le lien entre la physique quantique et la pensée décoloniale et aussi l'écologie. Il y a vraiment cette idée que, par exemple, quand on se dit féministe intersectionnelle, donc penser en termes de genre, de race et de classe, en fait ça a des limites parce que c'est uniquement la considération politique de notre être. Mais par exemple, si jamais on se dit que voilà, par exemple, telle personne est une femme noire ayant grandi dans tel quartier populaire avec des parents qui n'ont pas d'argent, par exemple, c'est extrêmement limitant comme considération de soi, en fait. Et c'est extrêmement limitant comme positionnement. Je suis quand même féministe intersectionnelle, il n'y a pas de souci là-dessus, mais j'essaye de dire qu'en fait, si on regarde à l'échelle du tout vivant, en fait, on est beaucoup plus riche que ça, en fait. Et on est vraiment dans des questions d'héritage qui sont extrêmement intenses, mais qu'on minimise parce que justement, on se politise uniquement dans quelques facettes. Bref, tout ça pour dire en fait qu'on peut être l'abondance. Voilà. Madame Kodjo Granvaux, merci beaucoup. C'est moi, merci. Je pense qu'on peut l'applaudir une nouvelle fois. Merci beaucoup.